On passe une bonne partie de notre vie en ligne, n'est-ce pas? Et cet univers numérique, il a des avantages incroyables, c'est sûr, mais il a aussi son côté sombre. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des plus gros défis de notre époque connectée, le cyberharcèlement. Et surtout, on va voir comment on peut y répondre. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va planter un peu le décor. Ensuite, on définira très précisément ce qu'est le cyberharcèlement. Après ça, on verra ce que dit la loi. Et on terminera en parlant de notre responsabilité à tous pour qu'Internet soit un espace plus sain. Voilà, ça résume parfaitement là où on en est aujourd'hui. Le numérique et surtout les réseaux sociaux, eh bien, on ne peut plus s'en passer. C'est devenu central. Ça a complètement changé notre façon de parler aux autres, de travailler, bref, de vivre. Mais du coup, ça pose une question essentielle. Toute cette vie en ligne, cette omniprésence du numérique, ça amène son lot de problèmes, forcément. Quand une conversation dérape, quand les mots se transforment en armes, où est-ce qu'on trace la ligne? Et c'est exactement là qu'on commence à parler de harcèlement en ligne. Bon, commençons par la base. Pour pouvoir lutter contre ce phénomène, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle. Alors le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est exactement? Allez, on décortique ça ensemble. Le mot-clé ici, c'est cyber. C'est tout simple en fait. Comme l'explique le spécialiste Murphy Semo, ce petit préfixe prend un concept qu'on connaît tous, le harcèlement, et il le fait basculer dans le monde virtuel, le monde du net. En gros, c'est du harcèlement, mais qui se passe derrière nos écrans. Du coup, la définition est très large, et c'est fait exprès. Ça couvre vraiment toute forme de harcèlement qui passe par les outils numériques qu'on utilise tous les jours. Ça ne vise pas juste une plateforme en particulier, non. Ça englobe vraiment tout l'écosystème digital. Et le cyberharcèlement, attention, ça a plusieurs visages. Ça peut être des insultes directes, bien sûr, mais ça va aussi vers des choses beaucoup plus vicieuses. On parle par exemple de raids numériques, c'est quand tout un groupe de personnes s'acharne sur quelqu'un. Ou encore le doxing, qui consiste à balancer en ligne toutes les infos privées d'une personne sans son accord. Pour que ce soit bien concret, prenons un cas réel. Imaginez, un homme poste quelque chose sur sa relation amoureuse, un moment de vie normal quoi. Et d'un coup, il se retrouve sous une avalanche de commentaires. Des moqueries, des insultes, de la part de centaines de gens qu'il ne connaît absolument pas. Et voilà, ça, c'est une illustration parfaite de ce qu'est le harcèlement de meute. Comme l'explique l'expert, ce n'est pas juste un commentaire méchant, non, c'est l'effet de masse, la répétition. Chaque partage, chaque nouveau commentaire haineux, ça jette de l'huile sur le feu. Et une simple publication perso se transforme en véritable lynchage public. Allez, un autre cas de figure. Une influenceuse fait ses courses. Tranquille. Quelqu'un la filme, sans lui demander son avis, évidemment. Elle demande de supprimer la vidéo, la personne refuse, et hop, la vidéo se retrouve sur Internet. Et là, attention, c'est un point super important. L'image de quelqu'un, c'est une donnée personnelle. Rien que le fait de prendre cette photo ou cette vidéo sans permission, c'est déjà une infraction. Alors la diffuser sur le net, où potentiellement des millions de personnes peuvent la voir, ça aggrave tout, et ça devient clairement une forme de cyberharcèlement. Et ça nous amène à un concept vraiment clé pour tout comprendre, le triangle du cyberharcèlement. Parce qu'en ligne, il n'y a pas juste la victime et le harceleur. Non, il y a un troisième rôle qui est absolument crucial, les témoins. Tous ceux qui voient et qui ne disent rien. Ou pire, ceux qui likent, qui partagent. Chaque clic, même celui qui paraît anodin, nourrit le harcèlement et amplifie la souffrance de la victime. Bon, face à tout ça, on peut avoir l'impression d'être complètement démuni. Mais attention, ce n'est pas le cas. La loi existe et elle offre des solutions. Voyons justement comment le droit, en particulier en République du Congo, a évolué pour punir ces actes et pour protéger les victimes. Alors, très concrètement, si on se retrouve victime de cyberharcèlement, il y a des réflexes à avoir. Le tout premier, on bloque la personne, immédiatement. Ensuite, étape super importante, on rassemble des preuves. On fait des captures d'écran de tout. On enregistre, c'est vital. On utilise aussi les boutons de signalement sur les plateformes. Et enfin, il ne faut pas avoir peur de passer à l'étape supérieure. Aller déposer une plainte. Et cette plainte, elle s'appuie sur des lois bien réelles. Regardez un peu. Que ce soit pour une usurpation d'identité, du revenge porn ou même des insultes publiques, il y a des textes de loi précis avec des peines qui peuvent aller jusqu'à de la prison et de grosses amendes. Le message des législateurs est très clair. Se cacher derrière un écran ne garantit pas l'impunité. Maintenant, il faut aussi être réaliste. Tout ça, c'est la théorie. Dans la pratique, appliquer ces lois, ce n'est pas toujours simple. Les procédures judiciaires peuvent être longues et surtout, Internet n'a pas de frontières. Le harceleur peut être à l'autre bout du monde, ce qui rend les enquêtes extrêmement compliquées. C'est un vrai casse-tête pour la justice. Donc, la loi, c'est une partie de la réponse, c'est certain. Mais ce n'est pas la seule. La meilleure solution, c'est encore la prévention.
Alors la question c'est comment on fait tous ensemble pour construire un Internet où il y a plus de respect? Eh bien, ça s'appelle le civisme en ligne, ou la citoyenneté numérique. L'idée, elle est toute simple au fond, c'est juste d'appliquer les mêmes règles de savoir-vivre et de respect qu'on a dans la vraie vie à nos interactions sur Internet. Se comporter en ligne comme on se comporterait dans la rue, tout simplement. Et la différence, elle est flagrante. D'un côté, on a les comportements qui construisent quelque chose de positif, le respect, le dialogue, le fait de réfléchir avant de parler. Et de l'autre, eh bien, on a tout ce qui détruit, la volonté de nuire, les insultes, les rumeurs. Et il faut le dire haut et fort. Vouloir faire des vues à tout prix ne sera jamais une excuse pour harceler quelqu'un. Alors, qui est responsable de construire ce civisme en ligne? Eh bien, la réponse, c'est tout le monde. Ça commence au niveau individuel, avec ce qu'on choisit de poster, de commenter. Ça continue avec les parents, qui ont un rôle d'éducation fondamentale sur ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Les influenceurs aussi, avec leur audience, ils ont une responsabilité énorme. Et enfin, bien sûr, les pouvoirs publics, qui doivent aider à sensibiliser et à éduquer. Et pour finir, une sorte de règle d'or, un conseil tout simple de mère Fissemo, mais tellement puissant. Avant de cliquer sur « Publier », il faut toujours se poser la question « Est-ce que ce que je suis sur le point de mettre en ligne ne pourrait pas me nuire à moi ou à d'autres plus tard ?» Parce que ce qu'on publie aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences demain. Pour les autres, bien sûr, mais aussi pour soi. Au final, la question se pose à chacun d'entre nous. Quel rôle choisit-on de jouer dans cet espace qu'on partage tous? Celui de spectateur passif? Celui qui amplifie la haine sans même s'en rendre compte? Ou alors celui d'acteur d'un Internet plus sûr, plus bienveillant? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Internet, ce n'est pas un univers parallèle, c'est juste le reflet de la société et de nos choix. Et chaque clic, chaque commentaire, chaque partage, eh bien, ça construit ou ça détruit un petit bout de ce monde commun.